Pendant 2 ans, une équipe de scientifiques a étudié en secret un fossile exceptionnel. Il sera sans doute cité en exemple dans tous les livres d'histoire du XXIe siècle. C'est peut-être notre plus lointain ancêtre chez les primates. C'est l'équivalent de la pierre de Rosette, le chaînon manquant entre des éléments que nous n'avions pas encore pu relier. Cette découverte est-elle vraiment historique? Ce fossile contient plus d'informations que tous ceux que j'ai vus. Les conclusions de l'équipe ont fait beaucoup de bruit. Quand le résultat de nos recherches sera publié, ça fera l'effet d'un astéroïde. Il y a 47 millions d'années, les dinosaures s'étaient éteints depuis longtemps et les premiers mammifères commençaient à apparaître. La planète était couverte de forêts tropicales épaisses. Elles abritaient des petits primates et sans doute l'un de nos ancêtres. Les scientifiques ont toujours cherché des liens entre l'homme moderne et son passé préhistorique. Les fouilles se sont concentrées sur l'Afrique de l'Est, le berceau de l'humanité. Dans les années 70, ils ont trouvé le chaînon manquant entre les grands singes et les hommes. Celui-ci prouve que nous avons commencé à marcher en position debout il y a 3 200 000 ans. C'est la célèbre Lucie. En 1984, le squelette de l'adolescent du Turkana a montré qu'il y a 1 500 000 ans, les hommes avaient déjà perdu leurs poils et qu'ils avaient la même silhouette que les hommes d'aujourd'hui. Les scientifiques ont poursuivi leurs recherches de fossiles encore plus anciens pour faire le lien entre les primates et les premiers mammifères. Cette découverte est peut-être la réponse qu'ils attendaient. Elle ouvre de nouvelles pistes et pourrait révéler l'origine de tous les habitants de la planète. Le squelette est entier. Il ne manque aucun os. C'est du jamais vu chez un fossile de primate. Pour avoir des restes aussi complets, il faut exhumer des sépultures humaines. On n'a jamais retrouvé un primate aussi bien conservé. Le paléontologue Jorno Rum de l'université d'Oslo consacre sa vie à la recherche de fossiles. Il est tombé sur celui-ci par hasard. Tout commence en décembre 2006 au Salon international des minéraux et des fossiles à Hambourg. Il ne s'attend pas à tomber sur une pièce aussi exceptionnelle. Les plus beaux spécimens ne sont jamais exposés. Ils circulent toujours sous la table, comme on dit. Il faut connaître les vendeurs pour voir les objets les plus intéressants. L'un des exposants, Thomas Perner, lui promet une révélation. Au milieu de la journée, au salon de Hambourg, un vendeur m'a proposé de prendre un verre avec lui. Il voulait me montrer quelque chose. Là, j'ai su que c'était une trouvaille exceptionnelle. En voyant les photos, j'en suis resté bouche bée.
Je n'ai pas fermé l'œil pendant 2 nuits. Je savais que c'était sans doute le plus beau fossile que j'allais voir de toute ma vie. Jørn Norum filme le moment où il le découvre. C'est le fossile le plus beau et le plus rare du monde. Il est magnifique, magnifique, Un pied complet et les 2 mains. incroyable. Jørn Norum estime que c'est un véritable trésor. Ce squelette parfaitement préservé de petits mammifères serait vieux de 47 millions d'années. Il sait qu'il faut faire vite. Des chasseurs de fossiles sont sur l'affaire. Il doit l'acheter pour que la communauté scientifique puisse l'étudier. Il y a un gros marché noir autour des fossiles de bonne qualité, notamment ceux des vertébrés. Les collectionneurs privés sont nombreux. Les pièces finissent chez des milliardaires alors qu'elles devraient être étudiées et exposées dans des musées. Le vendeur en demande environ 1 million d'euros. Mais le scientifique doit d'abord s'assurer que le fossile est authentique. Un faussaire peut reproduire l'aspect extérieur d'un os, mais pas sa structure interne. Sur une radio, on voit l'intérieur, notamment la moelle osseuse. On a pu prouver que c'était un vrai fossile. Ça ne faisait aucun doute. Jørn Norum réunit les fonds, achète le fossile et le fait expédier à Oslo. De retour dans son laboratoire, au Muséum d'histoire naturelle, il commence son enquête. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé trouver un fossile de 47 millions d'années aussi complet. En général, on a des dents, des fragments de mâchoire, des petits os du pied ou des orteils, juste quelques petits morceaux de squelette très anciens. L'état de conservation du fossile est étonnant. Et il n'y a pas que les os. On a l'empreinte des bactéries qui colonisaient les poils. On ne voit plus les muscles, mais on devine les contours du corps autour du squelette. On peut donc imaginer l'épaisseur de la fourrure. Immédiatement, un détail saute aux yeux de Jørn Norum. Ce qui m'a frappé, c'est le gros orteil qui est à angle droit par rapport au reste du pied. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit aussi qu'à l'extrémité, il y a des ongles et pas des griffes. Donc c'était un primate. Je l'ai compris en voyant son pied. J'ai eu un déclic. Les singes et les hommes appartiennent au groupe des primates. Ils ont une caractéristique commune, 4 doigts et un pouce opposables. C'est aussi le cas de ce fossile de 47 millions d'années.
C'est une main à 5 doigts avec des ongles et un pouce opposable, comme chez l'homme. Elle peut attraper des objets. Elle existait déjà il y a 47 millions d'années. C'est bien une main, pas une patte. Pour approfondir son analyse, Jørn Årum décide de s'entourer d'experts issus de différentes disciplines. J'ai tout de suite compris l'importance de ce fossile. J'ai voulu réunir une équipe de choc pour publier la première description scientifique de cette découverte. Je ne suis pas un spécialiste des primates, et il en fallait un. J'ai proposé à plusieurs scientifiques reconnus de travailler avec moi, et ils ont accepté. Holly Smith est anthropologue dentaire. Grâce à la dentition du fossile, elle pourra déduire son régime alimentaire, son âge et sa place dans la famille des primates. Ce fossile pourrait être l'ancêtre des prosimiens et des singes, une lignée qui a abouti aux hommes. Jens Franson est spécialisé dans l'étude des fossiles. C'est de loin le primate le plus complet. On a tout le squelette, mais aussi le contour des tissus mous et le contenu de ses viscères. Que demander de plus? Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage? Philippe Gingerich, professeur de paléontologie, recherche le lien entre les premiers mammifères et leurs cousins modernes. Dans un premier temps, je me suis dit, c'est un gros projet. Ça va demander beaucoup de travail. Notamment parce que ça ne ressemble à rien de connu. Il fallait comparer le fossile à tous les fragments préhistoriques qu'on connaît et aux squelettes des animaux modernes. Ça fait beaucoup. L'équipe veut être sûre de ses conclusions avant de les rendre publiques. En attendant, elle travaille dans le plus grand secret. Peu à peu, elle réunit des indices. La région pelvienne permet de déterminer le sexe, d'après la présence ou l'absence du baculum. Chez les primates de l'époque, le bassin des mâles possède un os pénien, le baculum. L'examen du spécimen a montré qu'il n'en avait pas. C'est donc une petite femelle qui vivait il y a 47 millions d'années. L'équipe se penche maintenant sur la provenance de ce mammifère. La technique de préservation du squelette met Jørn Årum sur une piste. Il n'y a qu'un endroit dans le monde où le transfert des fossiles se fait dans du polyester. Ils sont tous conservés de cette manière. La plupart des grands fossiles de primates viennent d'Afrique. Celui-ci est coulé dans la résine, une méthode typiquement allemande. Le fossile vient de la fosse de Messel, près de Francfort. C'est un gisement exceptionnel. Il s'agit d'un ancien cratère volcanique. On y trouve un très grand nombre de fossiles de l'Éocène,
qu'on situe entre 55 et 33 millions d'années. À l'époque, les dinosaures avaient déjà disparu. Les animaux retrouvés dans la fosse sont des oiseaux, des reptiles et des amphibiens. On peut encore deviner leurs plumes, leurs écailles ou leur peau. Il y a aussi des insectes comme les plus grosses fourmis connues et des scarabées dont la carapace est encore colorée. Les paléontologues ont pu étudier des chauves-souris, des serpents et même un cheval primitif de la taille d'un petit chien. Ces animaux sont les premiers représentants des espèces modernes. Mais pourquoi ces fossiles sont-ils si bien conservés? La réponse vient de l'histoire de la fosse de Messel. Il y a 50 millions d'années, du magma remonte des profondeurs. Avant d'arriver à la surface, il rencontre une nappe d'eau souterraine. Cela crée de la vapeur brûlante et une immense pression qui fracture la roche. Plusieurs explosions massives creusent un cratère de 1500 mètres de diamètre. Un lac se forme à l'intérieur. Il fait une centaine de mètres de profondeur. Quand des animaux tombent dans l'eau, ils coulent et sont recouverts par la vase. Ils ne se décomposent pas parce qu'il y a très peu de bactéries et pas d'oxygène. Ils restent au fond plusieurs millions d'années, aplatis par des tonnes de boue. Le passé géologique du site permet sa datation. L'analyse des isotopes radioactifs des roches volcaniques nous apprend que la fosse de Messel a 47 millions d'années. Depuis l'Éocène, le paysage européen a évolué. Les continents ont dérivé et le niveau des mers a changé. À l'époque, le climat de la planète était tropical et plus humide. Autour du lac, les primates vivaient dans une forêt pluviale très dense. Dans le ciel, il y avait déjà des oiseaux et des chauves-souris. Le sol était le domaine d'animaux à fourrure et à sang chaud, les premiers mammifères. Le fossile de Messel était un petit primate arboricole. Son squelette donne des informations sur son comportement. Nous pouvons déduire que cet animal vivait dans les arbres parce qu'il a des pouces. Ses mains et ses pieds sont préhensiles, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de saisir des choses et de s'accrocher. Ils sont adaptés au déplacement dans les branches. Ça ne fait aucun doute. On en apprend aussi beaucoup sur la taille des muscles en étudiant l'endroit où ils sont attachés aux os. Ce squelette a des membres très courts et très puissants pour un animal si petit. Donc cette femelle devait être très musclée. Le portrait du petit primate se dessine peu à peu. Cette femelle était robuste et évoluait dans les arbres. Que mangeait-elle?
Pour le savoir, il faut examiner sa dentition. Holly Smith voudrait étudier l'intérieur de sa bouche, mais on ne peut pas l'ouvrir sans détruire le fossile. Des radios sont donc nécessaires. Le primate de Messel semble avoir une belle dentition assez polyvalente. Il a des incisives, des canines et des molaires aux bords coupants. On imagine qu'un primate arboricole mange des fruits, des feuilles et parfois même des insectes. En plus de la dentition et de la fourrure, les scientifiques disposent d'autres détails exceptionnels. Le plus incroyable chez ce fossile, c'est qu'on voit le contenu de ses intestins. Le dernier repas de cette petite femelle a été préservé. C'est un vrai travail de détective. Il faut décoder la structure moléculaire des aliments. J'ai observé l'image plusieurs fois et au début je pensais que c'était les écailles d'un poisson très courant dans la fosse de Messel. Ensuite, j'ai vu la structure des cellules et j'ai compris que c'était les restes d'une plante. La forme et la composition de cette particule m'ont immédiatement fait penser à une graine. Avant de mourir, la petite femelle a sans doute mangé des fruits, des graines et des feuilles. L'équipe s'interroge ensuite sur un détail étrange. Le nombre de dents est inhabituel. Voici la radio latérale. Le contour des dents correspond parfaitement. Pour résoudre cette énigme, il faut des clichés encore plus précis. L'Institut de recherche Senckenberg en Allemagne est spécialisé dans la tomodensitométrie. Cette technique de scanner prend des radios en coupe d'un sujet et des ordinateurs puissants les assemblent pour créer une image en 3 dimensions. Nos précédentes radios ne montraient que les contours de ce qu'il y avait sous la surface. Grâce aux images tomodensitométriques prises depuis un an, nous voyons les différentes couches superposées. Le fossile a été décomposé en coupes transversales très fines et reconstruit par ordinateur pour donner une image en 3D. On peut donc avancer et reculer pour se promener à l'intérieur du corps. Il n'y a plus de secret pour nous. Pour analyser les résultats, l'équipe fait appel à Jörg Abersetzer, le responsable du scanner. Ici, c'est la zone des molaires. On peut faire des gros plans, ce qui est impossible avec une radio normale. On a tous les détails en 3D. On distingue les crêtes et les cuspides des dents. La tomodensitométrie permet d'affiner les recherches. Par exemple, dans cette zone, on voit que la deuxième molaire n'a pas encore de racine complète, alors que la première est déjà bien implantée.
Voilà pourquoi la dentition intriguait les chercheurs. La petite femelle avait encore ses dents de lait, mais ses dents définitives étaient déjà apparues dans la gencive. Elle n'était pas encore sortie. On peut donc préciser son âge. Le primate de Messel est mort à une étape très particulière et très intéressante de sa croissance. Il n'était plus au stade infantile. C'était ce qu'on appelle un juvénile, pas encore un adulte. Si on compare au développement humain, disons que c'était l'équivalent d'un enfant de 6 à 12 ans. Jörn Orum décide de lui donner le prénom de sa fille de 6 ans, Ida. L'équipe a maintenant assez d'informations pour en faire une version numérique et l'observer sous tous les angles. C'était un animal à sang chaud et à fourrure. Elle mesurait 1 mètre avec la queue. Cette dernière lui servait à garder son équilibre pour courir dans les arbres à 4 pattes. Son pouce opposable et ses doigts agrippaient les branches. Elle devait être très active la nuit. Ses grands yeux orientés vers l'avant du crâne lui donnaient une excellente vision stéréoscopique. L'enquête progresse, mais il reste encore des zones d'ombre. Ida peut-elle nous éclairer sur l'histoire de l'homme? Il nous faut la situer dans l'évolution des mammifères. L'Éocène a joué un rôle essentiel pour l'humanité. Sans les bouleversements de cette période, les hommes ne seraient pas là. À l'époque, les primates se séparent en 2 grands groupes. D'un côté, les prosimiens, la branche non humaine. Leurs représentants actuels sont les lémuriens. De l'autre, les anthropoïdes. Leurs descendants sont les singes, les grands singes comme les chimpanzés, et finalement, les hommes. Un squelette aussi complet permet d'établir des connexions entre les animaux. Étudier l'évolution des primates, cela consiste surtout à observer la diversité des espèces actuelles et à remonter dans le temps pour connaître la place des singes, des grands singes et des lémuriens dans l'histoire. Il faut par exemple savoir lesquels étaient déjà présents à l'Éocène. Où se situe Ida? À quelle branche appartient-elle? Jusqu'à présent, tous les ossements de primates retrouvés dans la fosse de Messel sont semblables à ceux des lémuriens. À cause des autres spécimens retrouvés à Messel, on penche immédiatement pour la thèse d'un lémurien primitif. La plupart des lémuriens ont la taille de petits singes, avec le même type de comportement. Pourtant, ils ne sont pas sur la même branche de l'évolution. Ils ont à peine changé depuis 47 millions d'années. Si Ida est une lointaine cousine des lémuriens modernes, elle ne peut pas être une ancêtre des humains. C'est donc un point décisif pour l'enquête. Il faut absolument comparer ce fossile aux lémuriens modernes, parce que leurs caractéristiques n'ont pas beaucoup évolué. La plupart ressemblent à ceux qui vivaient à l'Éocène,
quand tous les primates étaient encore très primitifs. Holly Smith se rend au centre des lémuriens de l'université Duke en Caroline du Nord. C'est le plus grand site de recherche sur les primates de la lignée non humaine. On peut y voir de nombreuses espèces de primates inférieurs, comme des tarsiers, des loris et des lémuriens. Ont-ils des points communs avec Ida ? Le primate de Messol ne ressemble à aucune espèce moderne. L'une des grandes questions est: ces traits sont-ils assez généraux pour qu'ils soient l'ancêtre commun des primates supérieurs, comme les singes et les grands singes, et de ces animaux? Ou vient-il de la lignée des lémuriens, déjà séparés des anthropoïdes? Holly Smith cherche d'éventuelles similitudes entre les lémuriens du centre et Ida. Aujourd'hui, un loris va être examiné par le vétérinaire. On fait son bilan de santé annuel sous sédatif. Certaines caractéristiques prouvent qu'il n'est pas apparenté aux humains. La plupart des doigts ont des ongles, comme nous. Mais le deuxième est terminé par une longue griffe de toilettage. Tous les primates inférieurs en possèdent une sur les pattes arrière. Ils l'utilisent pour nettoyer leurs poils. Les primates ont une belle fourrure épaisse et il faut l'entretenir. L'examen se poursuit avec la dentition du loris. Une autre caractéristique le place sur la branche non humaine de l'évolution. En haut, il a des incisives et des canines. Mais en bas, il a ce qu'on appelle un peigne dentaire. Chez ces animaux, les incisives et les canines inférieures sont soudées, alors qu'elles sont séparées chez les hommes et les singes. C'est une spécificité morphologique qui leur sert à manger, à nettoyer leur fourrure et à toiletter les autres. L'équipe a maintenant deux critères objectifs pour resituer Ida dans l'évolution: la griffe de toilettage et le peigne dentaire. Ce doigt a la même taille que les autres et aucune extrémité pointue comme la griffe des lémuriens. Au bout, il a un ongle comme les autres doigts. L'autre grande caractéristique des lémuriens, c'est le peigne dentaire. Normalement, il doit être au bout du museau, mais là, il n'y en a pas. Le squelette d'Ida est complet à 95%. La griffe ou les dents n'ont pas pu tomber quand il a été exhumé ou coulé dans la résine. Conclusion, elle n'en a jamais eu. Contrairement aux autres fossiles de Messol, Ida ne serait donc pas un lémurien. Elle doit appartenir à un autre groupe. Au début, on a tous pensé à un lémurien primitif. Ensuite, petit à petit, on a changé d'avis. Des traits anthropoïdes sont apparus.
Et on pense maintenant qu'elle a un lien avec les anthropoïdes, les hominoïdes et finalement les hommes. Ida n'a pas sa place dans la lignée des Lémuriens. Mais appartient-elle à celle des hommes? L'enquête continue dans les forêts d'Afrique de l'Est avec nos plus proches parents, les chimpanzés. Pour étudier les primates anthropoïdes, il faut aller voir les chimpanzés en Afrique. Ce sont des primates plus avancés et plus spécialisés, avec des traits ressemblant à ceux des hommes. On peut les comparer au squelette d'Ida. Comme les chimpanzés, Ida présente des caractéristiques typiques des primates. Ces animaux sont quadrupèdes. Leurs pieds et leurs mains possèdent 5 doigts presque identiques. Ils ont un pouce opposable pour grimper dans les arbres et passer de branche en branche. Quand on regarde les chimpanzés modernes, et notamment leurs pieds et leurs chevilles, on voit qu'ils sont très proches de notre fossile. À ce stade de l'enquête, les caractéristiques du squelette semblent placer Ida dans la famille des hommes. Pourtant, les proportions du corps et la longueur des doigts évoquent les lémuriens. Disons que c'est un singe lémurien. Quelle est la part de singe et celle de lémurien? C'est ce que nous essayons de savoir. Je dirais qu'il fait le lien entre les primates supérieurs et un animal plus primitif de l'Éocène. L'équipe a besoin de preuves anatomiques pour relier Ida aux hommes. Depuis la théorisation de l'évolution, l'existence d'un chaînon manquant entre les animaux et les hommes reste une question cruciale. En 1859, dans L'origine des espèces, Charles Darwin a démontré que les hommes et les singes avaient un ancêtre commun. En 1974, Yves Coppens, Donald Johanson et Maurice Tayeb ont trouvé Lucie, le chaînon manquant, dans un désert éthiopien. C'est vraiment incroyable. Voici environ 40% du squelette de Lucie. C'est ce que nous avons retrouvé en 1974. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a des fragments des membres supérieurs, les bras, inférieurs, la hanche et le tibia, de la colonne vertébrale et des côtes. Si on les assemble, on peut visualiser sa silhouette. Lucie avait l'apparence d'un grand singe, mais son squelette commençait à avoir des caractéristiques humaines. C'est une étape essentielle dans l'évolution des hommes. Lucie est un fossile exceptionnel. Elle se tenait en position debout sur ses 2 jambes. C'est la plus ancienne preuve de bipédie chez des anthropoïdes. Lucie est essentielle parce qu'elle marchait déjà comme nous. On peut voir à quoi ressemblait son bassin. La région pelvienne est déterminante pour expliquer le mode de locomotion. Par exemple, si on prend un animal qui marche à 4 pattes, un quadrupède comme ce chimpanzé, on voit que les os des hanches
Ceux qui sont juste ici sont face à l'avant. Chez l'homme, les os sont orientés vers le haut. Les muscles du dos arrivent sur les côtés. Ils ne sont plus vers l'arrière. Ils servent à stabiliser les hanches. Quand nous marchons, nous pouvons nous tenir droit, alors que les chimpanzés se dandinent d'un côté sur l'autre, parce qu'ils se déhanchent. Les quadrupèdes, comme les chimpanzés et Ida, ont un bassin très différent des bipèdes. La forme des os de Lucy a révélé un indice important sur l'évolution humaine. Regardez le bassin de Lucy. On a reconstruit le côté droit pour qu'il soit complet. Il ne ressemble pas à celui d'un homme moderne. Pourtant, il est plus court et plus large que celui d'un singe, et les os iliaques sont vers le haut. C'est une adaptation évidente à la marche bipède. Lucy était donc proche des grands singes. Son corps était encore poilu, mais elle ressemblait déjà aux premiers hommes. Elle marchait sur ses jambes. Elle appartient bien à l'espèce mi-singe, mi-homme dont Darwin avait pressenti l'existence. Y a-t-il eu plusieurs dizaines de millions d'années plus tôt une espèce reliant les autres animaux aux ancêtres des hommes? Les scientifiques sont très intrigués par Ida. Son squelette montre à la fois des caractéristiques humaines et non humaines. C'est une combinaison de traits physiques très intéressante. Certains sont anthropoïdes, d'autres très primitifs, et on en voit qui sont typiques des lémuriens. Ils sont tous réunis dans un seul squelette. Cela nous oblige à envisager l'évolution des primates sous un autre angle. On ne peut pas nier ces caractéristiques. Elles sont là. On a sous les yeux une créature figée dans le temps. L'équipe veut démontrer qu'elle est l'ancêtre des singes et des hommes. Il lui reste à apporter des preuves tangibles. Le bassin de Lucy a montré qu'elle faisait le lien entre le singe et l'homme. Il faut trouver l'équivalent chez Ida. Plus de 3 millions d'années d'évolution nous séparent de Lucy. La tâche des scientifiques est plus compliquée avec Ida. Elle vivait il y a bien plus longtemps. En examinant son squelette, les scientifiques font une découverte intéressante. Sur le poignet de la petite femelle, Jens Franzen remarque les traces d'une ancienne blessure. J'ai vu des petits fragments d'os et une structure très fine en surface, typique de la consolidation osseuse. Là, j'ai compris. C'est très visible, parce que l'os est constitué de petits morceaux qui ont fusionné à l'extrémité. Ce n'est pas un nodule ou quelque chose qui serait apparu après la mort de l'animal. C'est arrivé de son vivant. L'eau du lac de Messel était souvent recouverte d'une nappe de dioxyde de carbone. Ce gaz mortel mais invisible sortait du sous-sol. Elle a eu soif et elle est allée boire au bord de l'eau. Elle n'a pas réalisé que c'était une mauvaise idée. Une nappe de gaz toxique flottait sur le lac. Elle a dû perdre connaissance
Elle est tombée et s'est noyée. Ida s'est enfoncée dans la vase et elle y est restée 47 millions d'années. Pour l'instant, l'équipe a une intuition, mais rien pour l'étayer. Après 2 ans de recherche, Yornorum pense enfin toucher au but. The ankle bone, the so-called talus in the mesoprimate, shows exactly Chez le primate de Messel, the evidence l'os de la cheville, le talus, est le même que le nôtre. Sauf qu'il est plus gros chez nous. C'est le même type d'articulation. Ce petit os de la cheville est essentiel pour relier la jambe au pied, pour porter le poids du corps et donc pour marcher en position debout. Sous cette forme, ce petit os n'appartient qu'aux singes et aux hommes. Il se distingue de celui des lémuriens et des autres prosimiens. La forme du talus nous renseigne sur les mouvements du pied. Chez les primates, il est différent des autres animaux. Celui-ci est très proche de celui des hommes. Pour l'équipe, c'est la preuve qu'ils attendaient. Ida pourrait bien être notre ancêtre. C'est l'un des tout premiers anthropoïdes qui vivaient à Messel. Ce serait donc une espèce transitionnelle, un chaînon manquant. Elle vivait au moment où les primates archaïques se sont divisés en 2 groupes, les humains et les non-humains. Elle nous révèle un chapitre de notre évolution que nous ignorions. On ne le connaissait pas encore parce que les autres squelettes retrouvés étaient incomplets. Dans les autres cas, il n'y a presque aucun ossement à étudier. Grâce à ce spécimen exceptionnel, l'histoire devient plus claire. C'est un rêve devenu réalité. Mais la théorie de Yornorum divise la communauté scientifique. Certains doutent que cet animal soit vraiment notre ancêtre. « 150 ans après les révélations de Darwin sur l'évolution, Ida relance le débat sur l'histoire humaine. Les recherches continuent et la petite femelle de la fosse de Messel n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous pensons que ce fossile est très important pour notre lignée. Il fait partie de notre histoire, du patrimoine de l'humanité. C'est le premier lien vers l'évolution humaine avant que l'homme se divise en plusieurs groupes ethniques. Ce type de découverte est l'héritage du monde et appartient à tous les hommes.